Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, le président du Parti populaire. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, nous avons un autre invité, Régis François, président de Touche pas à mes certificats verts. Et nous avons aussi un écho. Alors, nous allons commencer par parler de l'actualité avec Michael Modrikamen. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Régis François ou à Michael Modrikamen. Bonjour. Bonjour, et donc c'est Nicolas, nous sommes heureux d'accueillir effectivement un invité en direct. On va le faire de plus en plus souvent, je pense, pour ouvrir un petit peu le débat. Et surtout, n'hésitez pas, les internautes, à poser des questions sur les sujets d'actualité. Donc, comme chaque semaine, nous allons passer en revue les sujets marquants. Eh bien, nous allons donc commencer par parler du parti Islam. Donc, c'était l'émission d'RTL TVI, l'émission dominicale. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Ouais. Il y avait un petit parti qui était invité. Ce n'était pas le Parti populaire, c'était le parti Islam, représenté donc par Redouane Arrouch. Redouane Arrouch, qui ne veut pas se faire maquiller par les femmes, qui ne veut pas serrer les mains aussi des femmes sur le plateau, et qui refusait de regarder dans les yeux Emmanuel Pratt, la chroniqueuse. Ouais. J'ai envie de dire, la saga du parti Islam continue, puisqu'ils en remettent une couche chaque semaine. Je crois que ça ouvre les yeux sur malheureusement une idéologie qui parcourt une partie de la communauté musulmane de ce pays, une partie. Ce qui s'est passé derrière l'incident démontre aussi que la profondeur du malaise, je veux dire, et on a vu les réactions de nombreux internautes. Et puis je crois que ça démontre aussi le naufrage d'RTL, qui n'hésitent pas à inviter en direct des gens qui ne représentent pas grand-chose, mais qui font le buzz par leurs déclarations stupides. Et ça démontre aussi la partialité d'RTL, ou le fait qu'ils ont perdu complètement pied, puisque un parti qui ne représente pas grand-chose et avec cette position provocatrice est invité. Donc je le rappelle que le Parti populaire n'a plus été invité à un débat entier. En tout cas, moi je n'ai plus été invité depuis 7 ans sur les antennes de RTL. D'ailleurs, en parlant de propos provocateurs, il a évidemment été interrogé. Donc, Redouane Arrouch dit qu'il veut agir, en tout cas en fonction de ses valeurs. Et pour lui, serrer la main des femmes, c'est une pratique occidentale. Oui, écoutez, ce sont justement nos pratiques occidentales. Et je crois que Yann Bonne, c'est assez amusant, le ministre de l'Intérieur a repris une de nos phrases clés, à savoir que lorsqu'on vient en Europe occidentale, dans un de nos pays, on s'adapte à nos valeurs ou alors on quitte le pays. Je crois que c'est un choix à faire. Si ce monsieur n'aime pas nos pratiques occidentales, il n'a qu'à aller dans un pays où il pourra justement pratiquer les siennes. La porte est grande, ouverte. D'ailleurs, à cette occasion, il a fait une petite observation anthropologique. Donc, devant les animateurs et devant les téléspectateurs, il a dit « Regardez les Esquimaux, ils se touchent le bout du nez ». Ah ben écoutez, voilà une suggestion pour lui, si c'est une alternative qui lui paraît acceptable, se toucher le bout du nez, eh bien, le Groenland peut très bien l'accueillir demain. Nous lui payerons son ticket d'avion. En parlant encore toujours donc du parti islam et des changements apportés par cette islamisation, c'était aussi plus ou moins en début de semaine, il y a eu une pétition sur le nouvel antisémitisme. C'est un texte paru donc dans Le Parisien, c'est en France, signé par Sarkozy et par plusieurs personnalités, où il dénonce un certain antisémitisme musulman et où il dénonce aussi, il demande en fait l'abrogation de certains versets intolérants. Je crois qu'il y a une nouvelle réalité. C'est que l'antisémitisme qui a endeuillé une bonne partie de l'Europe et qui a culminé dans la Shoah et qui s'était relativement éteint ou très fort réduit après-guerre est en train d'être ranimé par les communautés arabo-musulmanes, où une partie d'entre eux importante ont des préjugés antisémites. Les études qui ont été réalisées universitaires ont démontré par exemple qu'à Bruxelles, plus de 50% des jeunes musulmans avaient de terribles préjugés antisémites. Madame Merkel, qui a importé des millions, des centaines de milliers de réfugiés, ou en tout cas de migrants, se rend compte que maintenant il y a un véritable problème d'antisémitisme aussi. Et je crois que donc l'Occident est en train de se rendre compte, l'Europe occidentale, qu'elle est en train de réimporter un problème gravissime qu'on croyait éteint, et avec une conséquence très forte, c'est que beaucoup de juifs sont en train de partir. Et je l'ai souvent dit, le juif, d'abord qui a apporté beaucoup à l'Europe occidentale, mais bon, soit, mais le juif, c'est le canari dans la mine. Lorsque les juifs partent, parce qu'ils sont les premiers à faire les frais justement
de mesures de violence et autres. Et en France, on parle de 13 morts ces dernières années, et tous dus à l'antisémitisme arabo-musulman. Lorsque les juifs partent, c'est un très très mauvais signal pour la société. C'est le canari dans la mine. Le canari dans la mine, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est que les mineurs avaient un canari et que lorsque le canari se sentait mal, ça veut dire que le grisou, donc le coup de grisou, donc les gaz, l'explosion arrivait. Donc c'est un très mauvais présage en gros. C'est un très très mauvais présage effectivement pour nos sociétés. Et bon, je crois que s'il n'y a pas une prise de conscience majeure, manifeste, l'Europe va se vider de ses juifs, à terme, effectivement. Et on a vu avec la polémique en plus, aussi très mauvais signal à l'ULB avec Ken Loach, qui est un accusé d'antisémitisme, je pense, avec raison. Hein, et Ken Loach qui va être honoré ce soir par l'ULB, qui a refusé de renoncer à ce prix. Je crois que c'est aussi un très mauvais présage. L'ULB était mon université. Je crois qu'elle est en train de sombrer, on le voit, en accueillant dans le doctorat honoris causa. Il y a bien eu bien d'autres signes dans les années précédentes. De manière générale, je veux dire, l'ULB, on en a déjà discuté, je pense, mais très gauchisé. Voilà. Et il y a énormément de groupes, ça va du COMAC au JOC, aux jeunesse organisée combative, qui sont pro-palestiniens. Et bon, il y a aussi des juifs pro-palestiniens par ailleurs, mais qui le sont à un point où ça frôle l'antisionisme paranoïaque et l'antisémitisme. Tout à fait. C'est devenu très difficile d'être juif et de le revendiquer sur un campus comme l'ULB. Je vais être très clair, je sors de l'ULB comme je l'ai dit, je ne voudrais jamais que mes enfants étudient à l'ULB aujourd'hui. Mes enfants étudient, donc je ne pense pas qu'ils aient jamais eu l'idée de le faire, mais si j'avais eu l'idée, je les aurais totalement découragés. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et donc si cette université ne se ressaisit pas, eh bien, elle va disparaître aussi, elle va sombrer petit à petit. C'est quand même terrible, quoi. C'est un temps terrible, du libre examen. Et je constate que malheureusement, constate que Magnette a lui apporté son support à Ken Loach et à l'ULB. Je crois que malheureusement, on voit que le PS et son futur dirigeant est aussi terriblement gangréné par cet antisionisme qui peut être teinté parfois. C'est ça justement. Il y a Viviane Teitelbaum, parlementaire bruxelloise, MR, qui a apporté son soutien à cette pétition, parce qu'elle est elle-même juive, née à Anvers, et elle fait elle-même l'objet d'insultes et de menaces. Et aussi, elle a raconté, c'était dans les pages de la Libre, qu'elle a voulu voter plusieurs mesures, on va dire, contre l'antisémitisme, mais que c'était systématiquement bloqué par Ecolo, PS, qui voulait englober ça dans une notion plus large de racisme. Oui. On voit bien cette alliance, parce que je crois qu'il faut dépasser les juifs. Je rappelle, les juifs, c'est les premières victimes, c'est le canari dans la mine. Cet islamo-gauchisme, cette alliance entre la gauche, ou une partie de la gauche et l'extrême gauche, et les mouvements islamistes, est ce qui menace de manière la plus fondamentale notre identité et ce que nous sommes. Et cette alliance, elle est délétère. Et on voit que certains sont prêts à y adhérer, ou en tout cas en être pas loin. Et je pense que le fait que M. Magnette, ancien ministre-président, Bourmet de Charleroi, n'ait pas pris ses distances avec un Ken Loach encore aujourd'hui, est aussi un signal qui va dans le mauvais sens. Alors, depuis la fin de 2007, au Peterbos, donc la cité sociale d'Anderlecht, qui a fait beaucoup parler, je veux dire, dans l'actualité ces derniers temps. Donc, il y a une dizaine d'informations judiciaires pour tentative de meurtre à l'encontre de policiers qui ont été récemment ouvertes dans ce contexte. Donc, on se souvient que des policiers ont été caillassés. Les pierres étaient assez grosses en plus, c'était impressionnant. Dimanche dernier, ce sont des contrôleurs de la STIB, ils étaient 2 ou 3, ils se sont fait agresser par une vingtaine de délinquants. C'était dimanche. Et puis lundi, là c'est au tour d'une journaliste de la VRT venue enquêter de se faire aussi caillasser. D'abord, certains semblent découvrir que le Peterbos est une zone de non-droit. Je me souviens que mon épouse, secrétaire générale du parti, a fait campagne au Peterbos. Il y a quelques années, aux dernières élections, elle m'a dit que c'est une zone de non-droit. Les gens s'y plaignaient que les djihadistes étaient en train de recruter à ces nouvelles, que les trafics de drogue, elle a été menacée lorsqu'elle avait été faire campagne et voir ce qui s'y passait. Donc on semble découvrir à l'aune de ces incidents que c'est des véritables zones de non-droit, évidemment. Et
ce sont quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui se livrent à un trafic éhonté de drogue, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Un dealer de 9 ans, c'est ce voilà, que j'ai vu. donc des dealers de plus en plus jeunes, plus comme je vous l'ai dit, ce mélange d'islamisme où on recrute, et vous avez globalement quelques petits blancs qui sont vraiment abandonnés, notamment les plus vieux qui n'ont pas pu partir et qui sont vraiment laissés à leur sort dans ces conditions. Alors, donc, face à une telle situation, il n'y a qu'un remède, c'est une politique de tolérance zéro. À savoir que la police doit être là, doit reprendre le contrôle, et il faut sanctionner les gens qui sont là, qui trafiquent et autres. Et je l'ai toujours dit, il faut nettoyer la ville également. Il y a toute une série de gens qui sont étrangers ou qui ont une double nationalité. Eh bien, il faut les expulser pour permettre à tous les autres qui veulent s'intégrer paisiblement de le faire de manière acceptable. Donc, en ce qui nous concerne, si Giuliani, il y a 25 ans, a été capable de mettre en place, de nettoyer New York par une politique de tolérance zéro, eh bien, on doit être capable de le faire. Tolérance zéro, ça veut dire quoi? La police, il n'y a pas de zone de non-droit, la police va partout. Dès qu'il y a une infraction quelconque, la sanction doit tomber rapidement et la sanction doit être exécutée. C'est-à-dire tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. La police a peur, elle recule, etc. Il y a des tentatives de meurtre. Et puis lorsqu'on arrête des gens, ils sont relâchés le lendemain ou sur le lendemain, ou des condamnations à des peines légères, ou des condamnations à avec du sursis. Oui. Je l'ai toujours dit, pour un délinquant aujourd'hui, être condamné même à de la prison avec du sursis, pour eux, ça égale à de l'acquittement. Et justement, je pense que c'était fin de la semaine passée, il y a eu des arrestations donc, pour les émeutes de Bruxelles qui se sont passées il y a plusieurs mois. Et je pense que 5 personnes ont été arrêtées et ont des peines de travaux. Effectivement, après le match, il y a eu de véritables scènes d'émeutes, où des gens ont été terrorisés toute la nuit, on a brûlé les magasins, on a failli brûler des gens dans leurs appartements. Et on a un président du tribunal de première instance qui a siégé, qui est M. Hénard, qui est étiqueté socialiste, qui se revendique d'un lieu socialiste, qui a fait de son tribunal une totale catastrophe au niveau de Bruxelles. Et ce monsieur a été prononcé des peines extrêmement laxistes, puisqu'on a eu juste droit, pour des faits de violence extrêmement graves, à uniquement des peines de travail, oui, je dis bien. Et le rappeur qui la veille avait dit on va aller cramer tout le centre-ville, lui a été acquitté. Donc on voit que le signal est toujours dans le même sens. Donc tant qu'il n'y aura pas une réforme de la justice, d'abord la police fait son travail, mais la justice ne fait pas son travail très généralement, le système judiciaire est en train de couler. Tant que la police fait son travail, mais la justice ne suit pas, eh bien on ne peut pas rétablir l'ordre et l'autorité dans ce pays. En tout cas, au niveau du Parti populaire, nous avons la volonté de rétablir l'ordre et l'autorité face notamment à des zones de non-droit comme le Peterbosch. Justement, j'en profite aussi pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions en commentaire de cette vidéo. On vous y invite, répondre à vos questions nous fait toujours plaisir. Nous parlions donc de justice, c'était dimanche je pense, c'est l'avocat de Marc Dutroux, M. Bruno Daillé, qui a déclaré dans la presse que son client était maltraité par le système carcéral. Donc on sait que ces dernières années, la prison de Nivelles avait un peu desserré la vis, mais là apparemment tout d'un coup la vis est resserrée. L'avocat aimerait traîner l'État belge devant la Cour européenne de justice, des droits de l'homme, pardon, et je le cite, Marc Dutroux est traité comme une bête féroce. Alors j'ai une confession honteuse à vous faire, j'avais oublié que c'était un être humain. Oui, enfin, je vais être très clair aussi, ça va peut-être vous étonner Nicolas, donc nous sommes contre la sortie, nous pensons que c'est une aberration que quelqu'un comme Dutroux puisse sortir de prison, qu'il doit être mis à disposition du gouvernement. Et j'ai toujours dit que c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités par la justice, et en ce qui nous concerne, nous la prendrions, à savoir que ce type de récidiviste est un danger pour la société, clairement, et donc il n'a pas sa place en dehors de la société. Et donc, je ne suis pas, effectivement, pour des régimes à la scandinave où les prisons sont de véritables clubs med et autres, mais il faut bien reconnaître que les prisons belges sont dans un état pitoyable. Et que c'est vrai qu'il a depuis 22 ou 23 ans en prison, et je le dis, il doit rester en prison, mais il est vrai aussi qu'il a un système extrêmement dur, puisqu'il a très peu de contacts. On parle de un contact avec quelqu'un par semaine, je parle de co-détenus, je dis, donc ces contacts sont extrêmement limités,
il a droit à quelques minutes seulement de promenade par jour. Et donc, sans vouloir faire de sa prison, je répète, le Club Med, je pense aussi qu'après 22 ou 23 ans, laisser quelqu'un dans l'isolement quasi total n'est pas nécessairement la bonne solution. Donc, en ce qui me concerne, je veux qu'il reste, mais dans des conditions qui ne soient pas non plus inhumaines. Et comment expliquez-vous l'état, ce point déplorable de nos prisons alors? Mais déplorable parce que d'abord, j'ai envie de dire que la Belgique est dans un état déplorable. Vous savez, regardez les routes wallonnes sont dans un état déplorable. Les palais de justice sont dans un état déplorable. Nos écoles sont dans un état déplorable. C'est le drame de ce pays où on a des prélèvements dignes, de pays scandinaves, mais où on a des services, je ne dirais pas dignes du Zimbabwe parce que ce serait caricatural, hein, soyons clairs, mais en tout cas des services bien en deçà de la hauteur des prélèvements. Et donc les prisons ne sont qu'un des aspects de la grande déglingue. Maintenant, le problème des prisons aussi, c'est qu'on a eu tellement de gens qui sont là, et on leur dit qu'ils pourraient, purger leur peine à l'étranger. On sait qu'il y a 50% d'étrangers dans nos prisons, plus encore 30% qui ont la double nationalité, donc il y a une bonne partie là-dedans qui pourrait purger leur peine, et donc ça laisserait de la place, et ça ne nous obligerait pas à construire de plus en plus de prisons, on aurait pu en avoir moins, ou les rénover, et avoir des conditions décentes. Alors, de nouveau, je ne suis pas pour la prison Club Med, hein, soyons clairs, mais c'est vrai que être entassé à 4 ou 5 dans des cellules faites pour une ou deux personnes, c'est pas normal non plus, avec des rats, avec un système absolument dégueulasse. Il faut aller voir les prisons vraiment pour se rendre compte dans l'état dans lequel elles sont. Donc je trouve que ça ne va pas non plus. Il faut un endroit effectivement avec un minimum de dignité humaine. Eh bien, je pense que nous pouvons passer maintenant alors à la question des certificats verts. Régis François, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Touche pas à mes certificats verts. C'est exact. Vous pouvez peut-être nous résumer brièvement le principe des certificats verts et le déroulement de toute cette affaire et comment nous pouvons dégonfler cette bulle? Bien sûr, donc c'est-à-dire que le principe des certificats verts, où il a été vendu tel quel dans la population, c'était notamment de donner, ou plutôt d'avoir une contrepartie par rapport à avoir un droit de polluer pour des entreprises qui étaient au départ très polluantes. Depuis le début de l'arrivée de ces certificats verts sur le marché, jamais, je dis bien jamais, on avait vendu cela aux citoyens comme étant une surcharge sur sa facture. Et on a commencé en fait à le découvrir petit à petit en voyant la facture d'électricité évidemment qui augmentait, en effet pour les personnes qui n'avaient pas de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, ce que moi je dois regretter au travers de notre association qui justement tente d'obtenir ce qui était convenu avec les gouvernements wallons précédents dès le départ, c'est une simple application finalement d'un accord. Cet accord, jamais ils ne l'ont vendu aux autres wallons comme étant quelque chose qui allait devenir une charge pour eux. On a toujours vendu finalement l'électricité verte comme étant quelque chose qui était gratuit, ou tout au moins qui allait coûter beaucoup moins cher que les autres sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus évidemment qu'on a une hausse de la facture d'électricité. On pointe aujourd'hui les particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques en Wallonie du doigt, en leur disant « mais finalement c'est de votre faute. Si ma facture d'électricité augmente, il faut être clair et ramener les chiffres à la raison. Aujourd'hui, sur 10 certificats verts qui rentrent sur le marché, seuls 3 à maximum 4 viennent des panneaux solaires. Le reste vient des autres sources de production d'énergie renouvelable et je pense qu'il faut que les citoyens également aient la bonne information et ne tombent pas non plus sous le joug des lobbies. Alors vous parlez donc du coût financier de ces énergies renouvelables, mais on pourrait aussi répondre qu'il y a un coût environnemental pour les autres énergies et que ces énergies sont plus propres et qu'elles permettent d'améliorer l'environnement. Ces énergies, en fait, sont nécessaires. Maintenant, on a quand même un pays, des régions, une lasagne institutionnelle ici en Belgique qui a fait qu'on a pris des engagements. On a pris des engagements de production d'énergie renouvelable, bien entendu. Aujourd'hui, que remarque-t-on ? On plaide une sortie du nucléaire. On plaide une sortie du nucléaire de manière assez appuyée, assez formelle, pour le remplacer finalement par d'autres sources de production qui vont inévitablement être gazières. Alors, on va remplacer finalement du nucléaire qui produit moins de CO2
pour des motifs éventuellement de sécurité, pour le remplacer par du gaz qui finalement va produire plus de CO2 et va donc être en contradiction avec les accords de Paris et autres, et ces nouvelles constructions de centrales au gaz vont également faire augmenter le coût de la facture d'électricité du citoyen. Et donc, en fait, vous n'entendrez jamais, au grand jamais, les lobbies verts qui vont attaquer les lobbies gaziers. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le gaz est la seule alternative à l'intermittence de production des énergies renouvelables, dont on sait évidemment qu'elle est là, mais c'est un mix énergétique global dont nous avons besoin ici en Belgique. Je pense qu'ici, vous mettez l'accent sur deux choses très importantes. En rappelant d'abord que nous sommes, en ce qui nous concerne, opposés à la sortie du nucléaire en 2025, parce que nous pensons que c'est une double hérésie. Une hérésie, si l'objectif est effectivement de réduire les émissions de CO2, comme vous dites très bien, on va construire plus de centrales au gaz, mais en plus, ça va accroître, ça va faire exploser encore un peu plus la facture énergétique pour les citoyens à court terme, mais aussi pour les entreprises. Et rappelez que lorsque les entreprises payent trop, eh bien, elles s'en vont ou elles ne viennent pas s'installer. Donc, ça, je crois que c'est un premier problème. Et deux, ce que vous évoquez aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte que derrière le renouvelable, et notamment par exemple l'éolien, il y a un lobby extrêmement puissant de gens qui obtiennent des rendements sur leurs investissements absolument faramineux, ou en tout cas hors de proportion, et que donc, on avait une discussion tout à l'heure, comme vous disiez, le public en tout cas, n'est pas gagnant dans cette équation et que c'est plutôt quelques-uns qui profitent beaucoup de ce qui est mis en place. C'est clair, notamment du fait que voilà, les parcs éoliens, et encore une fois, je n'ai rien contre l'énergie éolienne, on en a besoin dans le cadre d'un mix énergétique, mais je voudrais une énergie éolienne favorable, ou tout au moins dans laquelle les citoyens puissent finalement s'approprier sa propre énergie et puissent, entre guillemets, être un acteur actif de la transition énergétique. Aujourd'hui, que remarque-t-on? C'est que les parcs éoliens sont généralement remboursés en maximum 4 ans et demi à 5 ans. Je dis bien maximum 4 ans et demi à 5 ans et le parc est remboursé avec les subsides qu'ils obtiennent. Ça, c'est déjà une première notion et ils obtiennent encore des subsides pendant 15 ans. Pour l'instant, je rappelle que les particuliers qui aujourd'hui font mettre des panneaux solaires sur leur toit en Wallonie, à partir du 1er juillet, n'ont plus aucun subside. Et on continue à en octroyer durant 15 ans, finalement, à ces parcs éoliens. D'un autre côté, qui sont actionnaires de ces parcs éoliens, tous les certificats verts, toute cette économie qui rentre dans ces parcs-là, retourne à Paris, à Amsterdam, voire encore beaucoup plus loin en Europe. Et rien de ces sommes-là, d'argent, qui sont quand même colossales, ne profite à une certaine énergie circulaire. Alors pour revenir aux certificats verts, donc le gouvernement a constitué une task force pour trouver des mesures pour dégonfler justement cette bulle des certificats verts. Alors, qui siège dans cette task force? Les intérêts des consommateurs des ménages sont-ils représentés? Et aussi, quelles sont les mesures proposées vraiment pour dégonfler cette bulle? En fait, le ministre Kruck, lorsqu'il a désigné cette task force, avait en fait demandé à 5 parties différentes d'être autour de la table. On avait d'un côté Edora, qui représentait la Fédération des énergies renouvelables, essentiellement des grands producteurs éoliens, biomasse et hydroélectricité. De l'autre côté, la FEBEC, la Fédération belge de l'énergie et du gaz, la FEBELIEC, qui en fait représentait les grands consommateurs d'énergie, donc les grandes usines, vraiment l'industrie lourde ici en Belgique. Touche pas à mes certificats verts qui représentaient les intérêts des personnes qui avaient des panneaux photovoltaïques sur leur toit en Wallonie. Et le 5e qui était désigné était Testachat, qui en fait a refusé de venir participer à cette task force certificat vert. Testachat s'est désisté, ne voyant pas l'intérêt pour eux d'être autour de cette table. Nous n'avons jamais véritablement abordé le sujet contre ou pour la présence de Testachat. Ils ont pris une décision que nous avons respectée. En effet, la task force a travaillé sur plusieurs points. Nous avons directement remarqué que, voilà, moi je siégeais en tant que particulier autour de cette table. Je me suis demandé, quand j'ai vu passer les premiers tableaux chiffrés, s'ils étaient drogués ou pas. On m'a proposé des tableaux chiffrés dont je ne comprenais même pas le sens, parce que d'un, ils étaient extrêmement succincts au niveau de la communication qui était donnée. Deuxièmement, on arrivait avec des tableaux où on parlait de centaines de millions d'euros, de milliards d'euros. On est arrivé jusqu'à me montrer des montants de subsides qui allaient arriver jusqu'à 2034 ou 2035, jusqu'à des 2 milliards 400 millions d'euros.
Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est comment a-t-on pu, laisser déraper un système tel que celui-là? Parce qu'on parle véritablement de dérapage. On a souvent parlé du dérapage, entre guillemets, qui avait eu lieu notamment sous André-Antoine. C'est vrai qu'il, notamment au niveau des panneaux solaires, avait donné des certificats verts supplémentaires, mais il fallait bien des pionniers, il fallait des précurseurs. Et à ce moment-là, les installations coûtaient extrêmement cher. Jean-Marc Nollet, manifestement, a préféré mettre sa tête dans le sable comme une autruche, a attendu, et évidemment est arrivé ce qui devait arriver. Ils se sont retrouvés avec des centaines de millions d'euros de passifs à devoir régler, et aujourd'hui, on a toujours une dette, qui existe encore, de 450 millions qui a été stockée dans une intercommunale à Liège. Voilà, dossier complexe. Donc, les responsabilités. Alors, nous, pour être très précis au niveau du Parti populaire, nous sommes globalement pour dégonfler ces subsides de manière générale aux renouvelables que nous estimons en grande partie injustifiés. Mais par contre, nous sommes extrêmement attachés au respect des accords. Parce que d'un côté, on se rend compte qu'il y a effectivement des lobbies extrêmement puissants qui sont là derrière. Et vous me parliez tout à l'heure, dans une conversation, de ces éoliennes offshore qui ont coûté 2,5 milliards, mais qui vont recevoir 13 ou 14 milliards de... Je pense qu'on va être plus près des 15 à 16 milliards d'euros de subsides sur une durée de 20 ans. Donc on parle de quelques éoliennes installées en mer, qui vont coûter 2,5 milliards à être installées et qui vont recevoir en subside 15 à 16 milliards. Donc c'est de ça dont on parle. Donc on se rend compte qu'il y a là un scandale sans nom. Mais par contre, au niveau des particuliers, nous pensons qu'il y a des accords qui ont été pris et que ces accords, en tout cas, doivent être respectés. Je pense que la base du contrat social, lorsque l'État s'engage, il doit faire en sorte que la parole de l'État soit honorée envers les particuliers. Et justement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas mettre de l'ordre, si je puis dire, dans tout cet écosystème. Oui. Et donc l'une des mesures qui est proposée, qui a fait parler dans la presse ces temps-ci, ce serait une taxe Ernst, du nom de Damien Ernst, qui donc gérerait les discussions dans la task force. Il en était le président, oui. Il en est le président. Cette taxe, en gros, serait payée par tous les ménages belges pour rembourser justement cette dette. Alors, c'est une recommandation, en effet, qui a été faite dans la task force, justement pour régler uniquement, et je tiens à être précis là-dessus, uniquement la bulle qui existe actuellement de 450 millions d'euros à Liège. Concrètement, cette taxe, parce qu'on s'est rendu compte évidemment qu'elle est là, oui. Elle pèse sur le budget wallon, oui. Et à part d'avoir une planche à billets ou un transfert de fiscalité existante pour l'apurer, oui. On n'avait pas d'autre système. Jean-Luc Ruc s'est prononcé là-dessus en disant qu'étant ministre du budget, il avait d'autres pistes et on va donc attendre exactement et je l'espère d'ailleurs pour l'ensemble des ménages, qu'il n'y aura absolument aucune augmentation. Mais attention, cette taxe devait être temporaire. Il Dora s'est prononcé pour que cette taxe devienne permanente pour financer les énergies renouvelables. Et Dora a essentiellement insisté pour que la mise en place et la pérennité de cette taxe soit liée au fait de rendre les 5 ans de certificat vert aux 79 000 particuliers. On a pris acte. À partir du moment où le ministre se sera prononcé, parce que nous avons décidé de laisser le gouvernement wallon se prononcer sur le fond du dossier, ils ont reçu l'ensemble des procès-verbaux. À partir de ce moment-là, nous expliquerons aux citoyens comment certains autour de cette table ont voulu pérenniser une taxe pour augmenter les subsides qu'ils devaient recevoir dans le cadre de la transition énergétique. Donc là, il y a une manœuvre absolument incroyable. Donc on lève une taxe pour effectivement régler à court terme un problème, auprès des particuliers, mais après coup, le lobby du renouvelable et surtout de l'éolien dit cette taxe, il faut la maintenir, et chaque année, ce qui va ressortir de cette taxe, ce sera des subsides supplémentaires pour nous, pour ces grands groupes autour de l'éolien. Donc c'est à nouveau un tour de passe-passe sur le dos des contribuables pour enrichir quelques-uns. Je dois dire que la Cour des comptes française vient de dénoncer les subsides aux renouvelables en disant que c'était un scandale. On parlait de 16 à 17 milliards d'euros en France, avec des abus extraordinaires, des gens qui se sont enrichis. On ne parle pas de particuliers en Belgique, mais souvent
de gens qui se sont enrichis très rapidement avec des rendements absolument exceptionnels, et nous payons tous cela. Et pour le reste, les petits particuliers qui eux ont investi sont jusqu'à présent seront en partie les dindons de la farce. Si on trouve pas Jusqu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, ils sont les dindons de la farce. Oui. On me pose souvent des questions de savoir, oui, mais finalement, si ma facture augmente, et c'est surtout le message qui passe aujourd'hui, si ma facture augmente, c'est de la faute de mon voisin qui a des panneaux photovoltaïques. Il n'y a rien de plus faux, évidemment, puisque je rappelle aussi que la plus grande augmentation de la facture d'électricité vient notamment de la part des intercommunales qui gèrent les réseaux de distribution, notamment en Wallonie, puisqu'on a vu des augmentations de plus de 50% sur une période de 6 à 7 ans au niveau de la facture, alors que le montant des électrons, c'est-à-dire véritablement de l'électricité, diminue le prix. Le photovoltaïque et le renouvelable a également permis de faire diminuer le prix de l'électricité, mais évidemment, on a toujours vendu ça aux citoyens comme étant gratuit, cette énergie renouvelable, évidemment, elle ne l'est pas. Il faut bien payer les salaires de M. Moreau chez Publifin, et il faut bien payer, subsidier les investissements dans la Provence, de Bernard Tapie dans le sud de la France, ou encore au Congo et autres, parce qu'une partie de cet argent, il remonte aux intercommunales et avec tous les abus qu'on connaît. À charge du gouvernement wallon de remettre de l'ordre, évidemment. Alors nous avons déjà un peu dépassé le timing, on va passer aux questions, il y en a plusieurs. Ouais. Donc une personne qui vous est très chère qui demande « Et les centrales au thorium, c'est pour quand ?» Oui, ben écoutez, en tout cas avec les membres du gouvernement actuel et les partis d'opposition que nous avons à la gauche, il n'y aura pas de centrale au thorium. Les seuls qui portons un projet de renouvelable, en tout cas d'énergie nucléaire de 4e génération, qui je rappelle est sans risque. Les centrales au thorium ou de 4e génération sont sans risque, elles permettent de brûler les déchets actuels, elles sont beaucoup moins coûteuses, elles permettent une indépendance énergétique. Et je rappelle aussi qu'il y a des pays où les écolos, comme en Finlande, où les écolos prônent la construction de petites centrales de 4e génération. Donc il n'y a que chez nous qu'on a de véritables idéologues complètement fermés et butés. En tout cas, au niveau du Parti populaire, l'avons dit et redit, si nous participons à un gouvernement en 2019, nous remettrons sur la table d'abord la prolongation du nucléaire, qui à mes yeux, je pense, est inévitable. On n'y coupera pas parce qu'ils ne parviendront jamais à construire. En plus, ils veulent faire un système d'enchères, etc. pour les centrales gaz-vapeur, qui va être une véritable usine à gaz. Donc, je crois qu'on devra prolonger les centrales, mais il faut le faire dans des conditions évidemment acceptables. Et en tout cas, nous prônerons pour justement les centrales au thorium ou d'autres centrales nucléaires 4e génération. Ça doit faire partie du fameux mix énergétique en tout cas. Très rapidement, Jérémy Catherine, depuis le temps, les centrales sont amorties, non? Elles sont non seulement amorties, donc l'énergie nucléaire aujourd'hui est une des meilleurs marchés qui existent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un coût parce qu'il faut quand même les entretenir, il faut des investissements de mise à niveau, mais fondamentalement les centrales sont payées et le coût de l'énergie qui en résulte est un des plus faibles, rien à voir en tout cas avec le renouvelable ou les centrales à gaz. Et je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, nos centrales nucléaires produisent plus de 50% de l'énergie, entre 50 et 60% de l'énergie belge. Alors au moment où on veut produire des voitures électriques et ce genre de choses, et plus des moteurs à pétrole, on aura de plus en plus besoin d'énergie. Et il est clair qu'on a besoin de ces centrales. C'est une folie de la part de nos gouvernants de croire qu'en 4-5 ans, ou c'est un mensonge et honté, de faire croire qu'on peut changer complètement de capacité de production en quelques années. Oui. Alors nous avions aussi une question sur les panneaux photovoltaïques, donc c'est une réaction à chaud. On leur a promis des avantages que le PS, Écolo et consorts se sont empressés de supprimer. Comment faire? Je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu, donc il n'y a rien qui est décidé pour le moment, mais vous voulez que l'État respecte ses engagements. Mais je pense que c'est un des fondements, de notre démocratie. Cette sécurité juridique doit exister à tout moment vis-à-vis de tout citoyen. Nous avons toujours plaidé également que même si d'autres mécanismes de soutien, évidemment, étaient beaucoup trop élevés, quoi qu'il arrive, notamment dans l'éolien, voire encore dans la biomasse, on doit les respecter. On ne peut pas, finalement, changer les règles en cours de route. Ça me paraît quand même fondamental. Je prends toujours un exemple extrêmement simple par rapport à cela. En 2009, on a émis des bons d'État, le terme, avec un taux facial de 4%.
2 ans plus tard, la Belgique empruntait sur le marché obligataire à du 1,5%. Imaginez, si le gouvernement fédéral était revenu vers les gens leur disant, écoutez, vous avez 4%, vous gagnez beaucoup trop, nous on emprunte à 1,5%, votre coupon on va le revoir à 1,5%. Ça allait être la révolution. Ils l'ont fait avec les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Malheureusement, ils sont tombés sur des gens qui se sont organisés très vite, relativement bien, et qui aujourd'hui, évidemment, sont toujours devant les tribunaux pour contester cette décision. Alors ici, nous avons quelqu'un qui fait même des propositions, Laura Lagné. Pourquoi ne pas mettre la TVA à 6% sur l'eau et l'électricité et le gaz et mettre la TVA à 33% sur tous les produits de luxe? C'est un autre débat, Oui, la question de la TVA. Aujourd'hui, nous avons quelques taux. Il y a des taux zéro, des taux de 6% pour les produits de base, et puis des taux essentiellement de 21%. La TVA, tout le monde la paye. Oui. Je veux dire, donc c'est une taxe qui frappe tout le monde de la même manière. C'est une variable aussi d'ajustement. Et on a, à certains égards, à certains moments, on s'est dit pourquoi ne pas augmenter la TVA sur certains produits et baisser la sécurité sociale, notamment oui. en Belgique. Et donc ça permettait de frapper les produits qui étaient produits à l'étranger d'une taxe qui aurait financé l'économie. Je crois qu'il faut être très clair. On ne touche pas à ces taux, c'est pas innocent comme proposition. Et on avait vu que le fait de remonter la TVA de quelques points pouvait pénaliser en réalité les plus bas salaires de manière trop importante. Donc, okay. C'est un sujet. Et mettre la TVA à 33% sur les produits de luxe, qu'est-ce que c'est qu'un produit de luxe? C'est rendre encore plus inaccessible à beaucoup de gens un parfum, que sais-je, une voiture. Je ne sais pas si on considère la voiture comme un produit de luxe ou à partir de quel stade. Donc je crois que pour l'instant, nous ne sommes pas favorables à toucher au taux de TVA. Alors pour terminer, on a en fait 2 questions rapidement. On a un mix de 2 sujets, donc toujours l'énergie et aussi un peu de sécurité. Oui. Les fichiers S qui travaillaient à la centrale nucléaire ont-ils été renvoyés? D'abord, je ne suis pas au courant de tout le dossier, mais c'est vrai qu'on a un vrai problème de sécurité. On a vu qu'il y avait une série de gens qui avaient accès à certaines informations sensibles, ou à certains sites sensibles, et qui étaient effectivement fichiers S ou en tout cas compris. On a eu aussi un sabotage dans des centrales nucléaires, et on n'a toujours pas vu on ne sait toujours pas 2 ans après ou 3 ans après qui est à l'origine du sabotage. On avait déversé, je pense, on avait vidé de l'huile, ce qui avait provoqué des soucis assez importants, volontairement. Et je crois que ça fait partie, malheureusement, de la culture belge. Nous n'avons pas la culture de la sécurité. Parce que, vous savez, c'est vrai pour les centrales, mais nous avons des gens qui travaillent à la SNCB et qui nous disent qu'à la SNCB, il y a des gens qui contrôlent, la manière dont les trains se croisent, les aiguillages et autres, et dont certains sont déradicalisés ou des fichiers. Donc on a dans beaucoup d'endroits, centrales nucléaires, les systèmes de transport, et peut-être demain, les systèmes de production d'eau. Monsieur Arouche, à la STIP. Oui, mais enfin, lui, c'est un peu, mais quoi qu'il conduise un métro, mais bon, mais on sait que, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, quelqu'un qui est suspect de mener radical devrait, quelle que soit sa fonction, être écarté, de postes où il peut avoir une quelconque influence sur le pays. Pendant très longtemps, pour revenir aux centrales, pendant très longtemps, ça montre aussi l'état de déliquescence du pays, les gens qui gardaient les centrales étaient non armés. Donc ça voulait dire qu'on pouvait, pénétrer, qu'il n'y avait personne pour opposer une force armée. Et alors, je pense que maintenant, les gens de sécurité et autres sont armés, la police y est aussi, une partie de l'armée a été mobilisée. Mais on avait de tels déficits il y a 2 ans pour garder d'hommes pour garder les centrales, qu'on y a notamment envoyé des gens qui n'avaient plus tenu une arme depuis 15 ou 20 ans, des cuisiniers, et c'est eux qui ont été garder nos centrales pendant quelques temps, les cuisiniers de l'armée, c'est-à-dire donc les cuistots. Donc ça montre, comme je disais, la déliquescence de l'État. Il y a beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait campagne. Notre pays, il a besoin du retour au bon sens
et d'une grande remise en ordre. Vraiment remettre de l'ordre dans ce pays, comme un bon père de famille qui veut remettre de l'ordre dans sa maison, dans sa famille, le ferait. Eh bien, ce pays, il a besoin d'une remise en ordre du même type. Sur ces bonnes paroles, on va finir. Alors, il y a encore d'autres commentaires, questions, mais nous avons déjà dépassé de 10 minutes. Donc, je vais dire au revoir. Michael Modrikamen, en tout cas, merci. Merci à vous. Et Monsieur François, merci d'être venu. C'était avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Nous parler des certificats verts. Et à tous les internautes qui nous ont regardés, merci et à la semaine prochaine pour un autre live.